À la croisée des idées. Analyse de l'actualité, Analyse philosophique, politique, culture géopolitique, et bien d'autres. l'émission débat présentée par Paul Rousseau et Hector Bouchardon. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'À la croisée des idées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tout nouveau format qui vise à présenter un personnage ou un contexte historique. Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. Cette citation est de Napoléon Bonaparte. Ici, nous allons parler d'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de France, à savoir le Consulat et l'Empire, et de fait, le règne de l'empereur Napoléon Ier. Nous aborderons ses succès, ses réformes, ses idées, son legs à la France, ainsi que ses défaites. L'ascension du plus grand conquérant européen commence en 1793. Il fera ses premières armes à Toulon, puis galvanisera ses hommes avec de brillantes victoires durant la glorieuse campagne d'Italie. Le jeune général de brigade révolutionnaire se lance alors dans une destinée qui bouleversera le sort de l'Europe à jamais. Bonaparte sera chargé de commander l'expédition d'Égypte en 1798 à la tête d'une armée de 33 000 hommes. Cette expédition se révélera peu concluante sur le plan militaire malgré de grandes victoires, notamment sur l'armée de Mourad Bey le 21 juillet 1798 ou encore le 25 juillet 1799 sur les Turcs à Aboukir. Cette campagne se révélera fructueuse sur le plan culturel. En raison de l'incapacité du Directoire à gouverner, le général Bonaparte quitte clandestinement l'Égypte le 22 août 1799 pour rallier la France. Avec l'aide de membres du Directoire, et notamment de son frère Lucien Bonaparte, ainsi que l'appui de l'armée, Napoléon Bonaparte réussit le coup d'État du 18 Brumaire 1799 et devient premier consul. Lui qui fut un fils de la Révolution. Il y mit un terme et instaura une république afin de rétablir l'ordre. Les Français attendaient un homme providentiel, la France leur donna Napoléon. Abordons maintenant le consulat. Le premier consul continue sa folle ascension vers le pouvoir absolu et prend la tête d'une armée regroupant 30 000 hommes et une centaine de canons pour entamer la seconde campagne d'Italie. Grâce à son audace et à l'aide de la cavalerie du général Desaix, il remportera la bataille de Marengo le 14 juin 1800. Le traité de Lunéville est signé en 1801 avec les Autrichiens et celui d'Amiens avec les Anglais. Ces deux traités rétablissent la paix en Europe. Le Concordat est signé le 15 juillet 1801, garantissant ainsi la liberté de culte et préservant par la même occasion la paix sociale. En 1802, le consulat à vie est proclamé le 2 août et les pouvoirs des assemblées diminuent. À présent, plus rien ne se dresse entre Bonaparte et le pouvoir absolu. Parlons maintenant de l'apogée de l'empereur. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, écrivait Victor Hugo. 1000 ans après Charlemagne, la France donnait naissance à un second empereur, Napoléon Ier. À Saint-Cloud, le 18 mai 1804, en présence de tous les sénateurs, Bonaparte devint Napoléon. Il sera sacré empereur des Français à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, en présence du pape Pie VII. Durant 10 longues années, Napoléon tint l'Europe à ses pieds, aux pieds de la France. Nous parlerons maintenant de la bataille d'Austerlitz, ou la bataille des trois empereurs, le 2 décembre 1805. La bataille d'Austerlitz est la plus belle de toutes celles que j'ai données. Jamais champ de bataille ne fut plus horrible. Puisse tant de malheurs retomber enfin sur les perfides insulaires qui en sont la cause. Napoléon Bonaparte. En 1803, les Anglais trahissent le traité d'Amiens signé l'année précédente. Napoléon mobilise alors son armée à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, afin d'envahir l'Angleterre. Mais une coalition, réunissant Anglais, Autrichiens, Russes et Suédois, se prépare à attaquer la France par l'Est. Alors, l'armée française, dans un élan extraordinaire, se mit en marche vers la Prusse et atteignit le Rhin avant les coalisés et traverse la Prusse. La Grande Armée mènera alors la bataille qui restera gravée dans les mémoires des Français pour toujours, la bataille d'Austerlitz. Je sais, messieurs. On n'a jamais vu 200 000 hommes et tous leurs fourniments exécuter une telle pirouette. Mais c'est parce qu'on le croit impossible que nous allons le faire. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la Grande Armée. Cette confrontation légendaire verra s'opposer les forces des coalisés
qui comptait 85 400 hommes et 278 canons, majoritairement russes et autrichiens, et les troupes françaises composées de 73 200 hommes et de 139 canons. À l'issue de cette confrontation, parfaitement orchestrée par Napoléon, les troupes ennemies souffriront d'une perte de 35 000 soldats, de 180 canons, de 11 000 prisonniers et de 45 drapeaux, contre seulement 1500 morts français, 6 500 blessés et un drapeau perdu. Les conséquences de cette bataille furent la paix de Presbourg signée avec l'Empire autrichien le 26 décembre 1805 et la fin de la Troisième Coalition, mais aussi la glorification du génie militaire de Napoléon. De la Russie à la chute finale. Napoléon était à l'apogée de son règne. Nous sommes en 1812, la France compte 44 millions d'habitants et l'Europe est à genoux devant l'empereur. Afin de consolider son emprise et d'assurer la paix sur le continent européen, Napoléon a épousé l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche le 2 avril 1810. Cette dernière lui donna un fils, le roi de Rome, le 20 mars 1811. En cette même année de 1812, Napoléon décide d'entreprendre la campagne de Russie. Bien qu'arrivé à Moscou sans grande résistance, la grande armée est prise au piège dans la ville, incendiée. Elle est contrainte de battre en retraite jusqu'en France. Les pertes sont terribles et c'est dans une débâcle sans nom que l'armée quitte la Russie. Le 31 mars 1814, les Alliés franchissent le Rhin et opèrent une percée jusqu'au cœur de la France, Paris. Napoléon, contraint à l'abdication, fait ses adieux à la garde impériale, à Fontainebleau, et part pour un exil sur l'île d'Elbe. Après 20 ans, je viens vous dire adieu. La France a capitulé. Aussi, ne m'oubliez pas. Cependant, l'empereur ne reste pas oisif sur son île. Ayant eu vent de la décision du Congrès de Vienne de le déporter sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, il décide de retourner en France. Il débarque à Fréjus le 1er mars 1815. Tous se joignent à lui. En quelques semaines, il est de retour à Paris. Maréchal Ney, soldat du 5e de ligne, je suis votre empereur. Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voilà. Immédiatement montée contre lui, malgré quelques victoires, l'armée française est écrasée à la tristement célèbre bataille de Waterloo. Napoléon est finalement conduit à Sainte-Hélène après s'être rendu aux Anglais. Il sera accompagné par le maréchal Bertrand et les généraux Montholon et Gourgaud, ainsi que Lascaz, qui lui servira de secrétaire et qui rédigera les mémoires de Napoléon sous le titre du Mémorial de Sainte-Hélène. Il dicte ses mémoires et se remémore son épopée pour tromper l'ennui. Et le 5 mai 1821, après 8 longs jours d'agonie, l'empereur s'éteint à l'âge de 51 ans. Ainsi disparaît celui qui, de petit lieutenant d'artillerie, était devenu empereur des Français pendant 10 ans. Mon Dieu et la nation française, mon fils, tête armée. Les derniers mots de Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, bien que trahi de nombreuses fois et finalement vaincu, Napoléon Bonaparte repose aux Invalides, au milieu de ce peuple français qu'il aimait tant, après un retour en grande pompe, sous les clameurs de la foule, des anciens gardes impériaux et de ses anciens maréchaux. Le maréchal Moncey déclarait, au retour des cendres, « Et maintenant, rentrons mourir ».